Bonjour à tous. Je vais vous parler de quelque chose qui n'existe pas, bien sûr. Alors, ma présentation est pleine de conflits et j'espère que vous y trouverez un peu d'intérêt. Alors, situation de crise, oui, mais quelle crise? On peut imaginer plusieurs types de crises. En période de pandémie, quand il y a plein de malades avec la grippe qui arrive, ça crée des problèmes d'organisation. Alors là, c'est bien, il y a plein de données dans la littérature, mais on va dire, non, c'est pas de ça qu'il faut que tu parles. Après, j'ai dit, oui, mais des fois, il y a des crises avec les familles et tout, qui dépassent le conflit, et on est vraiment dans l'agitation. Ah non, mais c'est pas de ça qu'il faut que tu parles, parce que ça, Elie va y faire allusion, etc. Non, c'est vraiment les crises au sein des équipes. Alors que ce soit, alors j'avais le choix, quand même, on va laisser un peu d'ampleur, les crises, l'équipe médicale et paramédicale, des crises avec un autre service ou des crises avec l'administration. J'étais bien embêté pour parler de quelque chose qui n'existe pas. Alors, je vais vous raconter une histoire, mais cette histoire, c'est une fiction. Et donc, comme dans toutes les fictions, toute ressemblance avec une situation vécue serait totalement fortuite et l'identification de personnes connues une parfaite coïncidence. Oui, bien sûr. L'histoire commence le vendredi 4 septembre à 11h. Nous sommes dans un service de réanimation où il y a 12 lits et 6 lits de USC qui sont contigus au service de réanimation. Le ratio infirmière-patient n'est pas tout à fait au décret. Et puis ce jour-là, il n'y a pas de coupure. Il y a en plus des congés maternité qui, bien sûr, n'ont pas été remplacés. Et ces derniers temps, il a fallu rappeler fréquemment des infirmières parce qu'il y avait de l'absentéisme. La charge de travail est souvent élevée dans ce travail. Ce jour-là, il y a 3 médecins qui sont présents le matin. Il y en aura 2 l'après-midi. L'interne, non, parce qu'il a son cours de DES l'après-midi. La cadre de santé est en réunion. Il n'y a pas de place disponible. C'est une fiction, Elie. Il n'y a pas de place disponible ce matin, mais on sait qu'il y a 4 sorties potentielles qui sont prévues et validées par le médecin. Et celui-ci annonce qu'il y aura sans doute 2 entrées probables dès que les chambres seront disponibles. À 13h, alors MS c'est malade sortant, ME c'est malade entrant. Donc il y a 4 sortantes prévues. Le MS1, il est sorti à 12h, il est 13h. Le MS2, il doit sortir en pneumo à 14h. Et puis il y en a un 3e qui doit sortir en chirurgie, en médecine, un 4e en chirurgie. Et le malade entrant numéro 1, il doit arriver de la salle de réveil vers 14h. Et on a entendu parler d'un malade aux urgences qui sera une entrée probable. Il est 13h, le médecin va manger, mais à 13h15, appel des urgences pour dire que ME2 s'aggrave. À 13h20, et donc le médecin va prévenir l'équipe, comme on va le voir dans la partie droite de la diapo. Mais je continue pour le planning du médecin. À 13h20, il reçoit un appel du SAMU, alors qu'il est en train de revenir de déjeuner, pour dire qu'il y a un patient en arrêt cardiaque qui part en coro et qui devra être pris en réanimation juste après. À 13h30, le médecin s'arrête au secrétariat pour relire et pour signer le courrier des sortants. Alors pendant ce temps, aux mêmes horaires, à 13h, l'infirmière prépare les traitements des patients. Le ménage dans la chambre libre n'est pas encore commencé par les soignantes. À 13h18, elle a reçu l'appel pour signifier que finalement le malade des urgences avait l'air de s'aggraver. Et donc elle dit à l'aide-soignante de commencer le ménage rapidement pour préparer la chambre. Et à 13h30, la médecine appelle pour dire qu'une place sera libre pour MS3 vers 16h. À 14h30, le médecin demande à l'infirmière si on peut prendre ME2 rapidement, parce que vraiment il va pas bien. L'infirmière répond que ça sera possible dans 15 minutes. À 14h50, le médecin va préparer ses dossiers pour faire le codage, parce que le vendredi, en début d'après-midi, c'est là où il fait son codage. Mais à 14h50, la salle de réveil appelle pour le malade entrant numéro 1 pour dire « Bon alors, le malade qu'on devait vous passer à 14h, qu'est-ce qui se passe ?» L'infirmière dit « Bon bah oui, maintenant là on pourra le prendre que vers 16h. » À 15h, le SAMU débarque dans le service de réanimation avec ME3. Donc l'infirmière agacée dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce malade ? Je n'ai pas été prévenu. » Donc elle appelle le docteur.
Donc le docteur engueule le SAMU, et puis finalement, c'est pas de la faute du SAMU, donc il engueule le cardiologue. Et à 15h15, on se rend compte quand même que le malade va pas très bien. Et entre-temps, la chambre est finie, il faut bien l'installer dans son lit. Et donc, on l'installe dans la chambre de ME1. Donc, à 15h30, les urgences rappellent pour ME2, qui est toujours là, en disant qu'il faudrait quand même une chambre rapidement. Fort heureusement, juste à ce moment, 15h30, la pneumo appelle pour dire qu'on peut envoyer le malade en pneumo. À 18h, là vous avez en haut les places qui sont disponibles. Le ME1, l'arrêt cardiaque, est arrivé. Le ME2 des urgences a fini par arriver à 16h. Et le ME3 est toujours en salle de réveil. Donc à 18h15, le médecin est appelé aux urgences pour examiner un malade. Et à 18h40, ce malade est récusé par la réanimation. Il revient à 19h dans le service où débute la transmission pour la garde. Mais à 19h15, il est appelé dans un autre service de médecine pour un patient qui a une insuffisance rénale aiguë, une hyperkaliémie. Quand il arrive, à 19h15, il appelle l'infirmière pour dire vraiment ce malade, je redescends avec lui parce qu'il ne va pas bien, tu comprends, hyperkaliémie, le CG est dramatique, il faut le dialyser en urgence. Ah oui, puis il ne faudra pas oublier de l'inclure dans le protocole Hasta la Vista. Pendant ce temps, l'infirmière a reçu encore un appel de la salle de réveil et elle est obligée de dire que l'entrée, il faut la repousser vers 20h. Et en salle de réveil, ça commence à s'énerver au téléphone. Alors heureusement que la salle de réveil chez nous ne ferme pas à 18h30. Enfin, chez nous, dans ce cas fictif, pardon. Et à 19h15, le malade qui devait être transféré en chirurgie est transféré en chirurgie. Mais à 19h45, il n'y a aucune chambre qui est prête. Puis finalement, comme dans toutes les unités, les choses s'arrangent, parce qu'il faut bien que ça s'arrange d'une façon ou d'une autre. À minuit, le médecin de garde fait sa visite dans les chambres. L'atmosphère est paisible, la routine, quoi. Du côté infirmière, le malade numéro 1 a été mis en hypothermie, il est stabilisé. Le malade des urgences a une meilleure tension artérielle. Le malade numéro 3, sa dialyse est branchée depuis 22h30. Et le malade de la salle de réveil arrivera dans 15 minutes. L'infirmière et l'aide-soignante de jour sont partis à 23h30 au lieu de partir à 21h30 comme elles ont l'habitude en horaire normal. Et donc là, on est lundi, donc ça c'était le vendredi, et on est le lundi. Donc le chef de service, à 14h, il répond au dernier mail non bloqué par l'anti-spam de son hôpital. Et le cadre de santé appelle le chef de service en disant « il faut que je vous voie rapidement ». Le chef de service qui est un réactif, à 14h02, il a un entretien avec la cadre de santé. Et donc la cadre de santé dit ça va pas du tout, les infirmières veulent démissionner, il y a une infirmière qui a eu de très gros problèmes vendredi, c'était l'apocalypse, les relations avec l'équipe médicale sont très mauvaises, les soignants sont méprisés, il n'y a pas d'infos qui circulent, c'est l'horreur. Donc voilà une crise, quoi. Alors qu'est-ce que c'est que la crise ? Vous l'avez compris, la crise c'est l'aboutissement d'un conflit non résolu, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique du conflit qui aboutit à la crise, et comme Élie l'a montré sur une de ses plaques, le conflit, il y a d'abord un prétexte, l'initiation du conflit, puis on passe au conflit latent, et puis au stade 2+, c'est le conflit émergent, et puis quand ça explose, c'est la crise, c'est l'impasse, et puis après, il faut bien que le conflit s'arrête et qu'on le résolve, et donc il y a la désescalade et la situation de post-conflit. Un conflit peut être aigu ou insidieux, persistant ou récidivant. Alors la réa, c'est un milieu favorable au conflit ou à la crise. Oui, parce que c'est un métier de stress, ça a été dit tout à l'heure, on est face à l'urgence, il y a une multiplicité des tâches, il y a une complexité des tâches, il y a la nécessité d'aller vite, et puis on se bat pour la vie et contre la mort, c'est assez stressant, et puis des fois on a des morts qui surviennent en série. Et puis malgré tout, on est investi dans le rôle des sauveurs ou dans ce rôle de dernier recours, et c'est une grosse responsabilité. Les décisions de fin de vie mettent en exergue le dilemme éthique entre un parti qui sauve et la partie qui doit se résoudre à l'imiter.
On est également face à la souffrance des proches, à la pression des proches, donc un milieu favorable à des situations de conflit ou de crise. Mais on a des éléments protecteurs. Éléments protecteurs, on a une unité de lieu, tout le monde est au même endroit. On a habituellement des staffs fréquents, donc au moins l'occasion de se rencontrer et de se parler assez fréquemment. Ça ne veut pas dire qu'on le fait tout le temps. Il y a une proximité très enthousiasmante, médecins et paramédicaux, pour prendre en charge le patient. Ça a été raconté beaucoup aujourd'hui. On est solidaire face à l'adversité, en général. Et puis on se défend contre l'adversité en mettant une certaine ambiance entre nous, en jouant avec de l'humour sans en exagérer. Et puis, de temps en temps, on a quelques succès, donc on est quand même assez content d'avoir sauvé des malades, et on est content de recevoir les lettres et les témoignages de remerciements. Et donc, malgré cette situation qui favoriserait le conflit, on a aussi des éléments protecteurs. Alors après tout ça, l'équilibre entre ces deux premiers facteurs, il y a des facteurs aggravants. Et les facteurs aggravants, voilà, j'en ai imaginé un certain nombre. Il y a, vous allez les reconnaître, la rotation excessive du personnel, qu'il soit paramédical ou médical, les changements d'interlocuteurs, la mauvaise organisation, le nombre de lits insuffisants, la gestion non anticipée d'une situation inhabituelle, le personnel insuffisant, l'absence de gratification, la pression financière, la charge de travail. Et puis il y a des situations qui sont déstabilisantes. Il faut faire attention à ces situations parce que quand on prend en charge un malade aigu qui ne va pas bien, au début, c'est bon. Et puis les situations qui sont très déstabilisantes, c'est quand au bout d'un moment, ça ne marche pas, quoi. Malgré tout ce qu'on a essayé de faire, le malade il reste grave. Ou bien le malade qui s'aggrave de façon inattendue. Et donc à ce moment-là, on se pose des questions. Les paramédicaux perdent un peu la confiance. Pourquoi est-ce que le docteur il n'arrive pas à donner les bons produits pour que le malade s'améliore? Et puis le médecin, éventuellement, surtout si c'est un jeune, peut perdre un peu confiance en lui. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir trouvé qu'est-ce que j'oublie de faire? Où est-ce que j'en suis? Et donc dans cette ambiance, en fonction de sa personnalité, certains vont réagir de façon diverse et vous connaissez ceux qui se mettent en colère, ceux qui disent plus rien, et donc il y a des situations en plus qui sont particulièrement déstabilisantes dans notre exercice. Alors maintenant, qu'est-ce qui permet d'aller du... on va dire simple conflit, parce qu'il n'y a pas de simple conflit, il y a des conflits jusqu'à la crise. Alors là aussi, j'ai listé un certain nombre de possibilités. Alors évidemment, la communication, c'est essentiel. Voilà, quoi. C'est tellement évident que je ne fais même pas de commentaire là-dessus. Mais il y a d'autres choses qui sont peut-être pas forcément plus subtiles, mais qui me paraissent être des points assez importants. Alors, quand la légitimité du leader est contestée, quand il y a la pérennité de situations critiques, le sentiment d'injustice est très propice à la crise, l'opposition de deux leaders, de deux pouvoirs, la méconnaissance ou le non-respect du travail de l'autre. Et puis, il y a parmi nous des personnalités un peu particulières, on va dire, des personnalités limites, qui, dans certaines situations, sont plus difficiles à gérer que d'autres. Les conséquences d'une situation de crise, c'est évident, c'est la mauvaise ambiance, c'est la majoration du stress, c'est le risque de burn-out, c'est le risque d'altération de la qualité du soin et le risque de faire des erreurs pour tout le monde. D'autres exemples que l'exemple fictif que j'ai donné tout à l'heure, et si je prends l'exemple extrême qu'on a connu à Poitiers, c'est l'affaire de Poitiers en 1984, à la suite d'un conflit entre deux médecins anesthésistes, il y a un problème au bloc opératoire et l'issue c'est que la malade décède et un des médecins accusant l'autre d'avoir sciemment inversé les tuyaux du respirateur. Alors c'est une affaire qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et donc dans cette situation, clairement la mauvaise organisation était au centre de l'affaire. Il n'y avait pas toute la réglementation sur la sécurité au bloc opératoire, et cette histoire a été une des façons de progresser là-dessus. Il y a des conflits pérennes non résolus dans cette équipe. La légitimité du leader est contestée et il y a des personnalités limites qui sont en action.
Un grand classique, la relation des fois difficile entre le chirurgien et le réanimateur. Je ne vous raconte pas toute l'histoire ici parce qu'on n'a pas le temps, mais peu importe. Dans ces conflits entre chirurgiens et réanimateurs, eh bien, il y a la communication, l'opposition de deux pouvoirs, la méconnaissance ou le non-respect du travail de l'autre, et puis, une fois, un peu de sensation d'injustice et de personnalité limite. Alors je vous rassure, les chirurgiens, ils trouvent aussi qu'on les malmène. Dans cette étude faite auprès de 900 chirurgiens par questionnaire, et on leur demande s'ils ont des conflits. C'est toujours l'inverse, on demande est-ce que nous on a des conflits avec les autres, mais là c'est intéressant parce qu'on demande aux autres s'ils ont des conflits avec nous. Je vous rassure, oui. Les chirurgiens disent qu'ils ont parfois ou toujours des conflits avec les réanimateurs quand ils viennent à service de réa. Ils ont parfois ou toujours des conflits avec les infirmières. Et les sources de conflits, c'est ce que tu disais, Élise, c'est les objectifs de soins. Et c'est de la discussion sur les objectifs de soins. Et ça, il faut le comprendre, c'est que les chirurgiens, ils ont beaucoup de mal avec les décisions de fin de vie, parce qu'eux, ils ont repéré le malade et le dilemme éthique, ils ont du mal avec ça, mais parce que les discussions ne sont pas harmonieuses, j'imagine, entre les chirurgiens et les équipes, pour qu'ensemble, on soigne le même malade. Et dans cette étude, les conflits sont plus fréquents si c'est un jeune chirurgien par rapport à un chirurgien expérimenté, et c'est plus fréquent si c'est une unité de réanimation fermée, tenue par des réanimateurs, que si c'est une unité de réanimation ouverte. Alors une fois que la crise est là, il faut essayer de la gérer. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de gérer cette crise? Alors quelques erreurs à ne pas commettre. 1, laisser pourrir la situation, ça catastrophique. 2, trancher à chaud, ça peut être catastrophique aussi. Et 3, ne pas entendre toutes les versions. Il n'y a pas qu'une vérité. Et on peut se faire manipuler, mais à tous les coups, parce que quelqu'un, on le connaît bien, on a confiance, mais il va nous raconter son histoire. Et dans un contexte, il n'y a pas une vérité, il y a 3 vérités. Il y a la vérité de l'un, il y a la vérité de l'autre, et il y a la vérité. Donc, après, d'une façon ou d'une autre, il y a plusieurs façons de résoudre le conflit. Et il faut le résoudre. Alors, on peut le résoudre par la force, mais dans ce cas-là, il n'y en a qu'un qui gagne, et l'équipe ne va pas être gagnante. On veut le résoudre par l'évitement, et alors là, tout le monde est perdant. Et puis, on peut le résoudre en cédant. Bon, je suis d'accord, c'est toi qui avais raison. Et là aussi, ça ne résout les choses que de façon, ça les apaise de façon très temporaire, mais ça ne les résout pas. Et puis, il faut tout faire pour que le conflit serve à tout le monde et qu'on bénéficie quelque part des erreurs et de la situation qui a de se conduire. Alors, ne pas réagir à chaud. Ne pas trancher à chaud, ça veut dire ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas réagir à chaud. La première étape, c'est de calmer le jeu. Il faut faire quelque chose. Il faut aller sur le terrain, il faut être à l'écoute, et puis il faut fixer des échéances pour dire on va s'en occuper de telle façon, voilà. La deuxième étape, c'est de comprendre. Alors, Éline vous a dit, effectivement, il y a des typologies de situations de conflit qui reviennent régulièrement. Le conflit en rapport avec le travail, l'organisation, plutôt des conflits qui sont liés à l'émotion, aux valeurs qui ne sont pas partagées de façon homogène par tout le monde. Des conflits d'identité, de lisibilité, de point de vue, des conflits d'intérêt, d'objectifs ou de ressources. Donc il faut identifier, presque comme une RMM, des problèmes de structure, d'organisation, de personnes. Et puis, pour être complémentaire de ce qu'a dit Élie, il faut être conscient des priorités de chacun. Et effectivement, médecins et infirmières et aides-soignantes, on partage le même but quand on prend en charge des patients dans une unité, mais la façon de classer nos objectifs est un peu différente. Et ça a été étudié dans l'étude qui est citée ici par des questionnaires distribués aux infirmiers et des réanimateurs avec un certain nombre d'items qui correspondaient aux priorités qu'il peut y avoir dans un service de réanimation. Alors ce qui est rassurant, c'est que ces priorités sont largement partagées par l'équipe médicale et par l'équipe paramédicale. Mais la hiérarchisation, c'est pas la même. Le médecin, il est préoccupé avant toute chose par le risque de décès de son patient. Il veut savoir dans combien de temps est-ce que la chambre sera libre et il veut anticiper sur les traitements spéciaux qu'il faudra mettre en place chez son patient. L'infirmière, elle est préoccupée
aussi par la prise en charge du patient, bien entendu, mais elle est préoccupée par l'organisation. À quelle heure le malade va arriver ? Quelle est la charge de travail au moment où l'entrée ou les entrées vont arriver? Et puis, elle aussi, elle partage ça avec le médecin, l'anticipation sur les traitements spéciaux ou sur les investigations spéciales qu'il va falloir préparer. La troisième étape, c'est bien entendu la réunion de résolution de crise à laquelle on n'échappe pas. Il faut comprendre la crise est révélatrice de plusieurs problèmes. C'est pas une seule chose qui s'est passée, c'est pas un simple conflit, c'est qu'on a dépassé une certaine limite et il faut avoir une résolution de crise qui soit une résolution qui est formalisée. Il faut laisser chacun s'exprimer, donc écouter chacun, il faut négocier, et ça c'est la recommandation des négociateurs, il ne faut pas lâcher trop tôt. Alors, dans l'inévitable réunion, il y a un certain nombre de recommandations qui sont propres à ces réunions. Bien sûr, il faut écouter, il faut parler, mais il faut garder le contrôle et puis chercher à résoudre et pas perdre son temps dans des discussions qui, au bout d'un moment, risqueraient de devenir un peu stériles. Et puis, de temps en temps, la connaissance des personnalités ou des traits de caractère particuliers peut aider. Alors, moi, je ne dis pas que je trouve ça intéressant dans le concept. Et finalement, les sociologues, ils nous disent qu'il y a 4 grands types de personnalités. Alors, peut-être chacun va se reconnaître dans ces. Alors, on peut être innovateur, promoteur, empathique, facilitant, résiliateur contrôlant ou persévérant analytique. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Une fois que j'ai classé ces personnalités, alors je vais donner simplement un exemple. L'empathique facilitant, lui, donne du temps aux autres, il est pour le consensus, il est amical, il est à l'écoute, mais il n'a pas d'objectif, il est indécis, influençable, etc. etc. Bon, peu importe le détail, mais les sociologues, ils ont des recettes. Alors, je n'aime pas beaucoup le terme de recette et je préfère beaucoup l'intuition, le contact direct et puis la façon dont on fait tous les jours, mais c'est ce qu'ils enseignent quand ils font des séminaires sur ces situations de crise et sur ces personnalités particulières. Eh bien, on ne parle pas pareil, ou théoriquement, il faudrait que le manager ou le responsable, il parle pas pareil à quelqu'un qui est plutôt innovateur, ou plutôt empathique, ou plutôt réalisateur ou analytique. Tout ça pour dire que sans doute on le fait de façon involontaire, mais s'adapter à certaines personnalités permet d'aider à se comprendre. À la prévention des crises, bien sûr, là, il y avait Jean Carlet qui avait écrit un papier il y a quelques années et il voulait promouvoir le programme LOVE pour Leadership, Ownership, Value and Evaluation, pour promouvoir un état d'esprit à l'intérieur d'un service dans lequel on s'aime. Mais on travaille ensemble. Et dedans, il y a des petites choses qui sont intéressantes. Si on se connaît bien, on est bien plus fort dans l'adversité. C'est ce qu'a dit Jean-Louis Vincent à travers certaines de ses diapositives dans la conférence de ce matin. Il faut bien entendu accepter la diversité et les différences des membres de l'équipe. Il faut communiquer, communiquer, communiquer. Et il faut favoriser les staffs réguliers de l'équipe et le binôme infirmière-docteur ou le trinôme infirmière-aide-soignante-docteur. C'est crucial pour que ça avance dans une équipe, mais ce n'est pas un docteur et ce n'est pas une infirmière, donc il n'y a pas un trinôme, il y a toute une dynamique qu'il faut essayer de mettre en place. Je vous remercie de votre attention.